Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du Honeypot Podcast, une dernière édition spéciale de l'année, un rendez-vous spécial en multilangue et multiculture, comme je le dis toujours, en social intelligence, en écoute sociale, en e-réputation, en social data. Ici et dans ce podcast, qu'on donne la parole aux pratiqueurs et aux utilisateurs qui la utilisent. Donc, pour conclure l'année 2025, Honeypot met à l'honneur une voix experte et engagée de l'intelligence stratégique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Cassel, expert en social listening, en réputation et social intelligence. Céline est Economic and Strategic Intelligence Analyst au sein du groupe Pierre Fabre. Forte de plus de 15 ans d'expérience en économique, intelligence et sociale, Céline incarne une nouvelle génération de professionnels capables de relier la veille stratégique, l'intelligence des conversations en ligne et les enjeux de réputation dans des secteurs des plus exigeants, notamment la Big Pharma et la cosmétique. Merci d'être avec nous, Céline, et bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Merci à vous encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Céline, avant qu'on commence et pour que notre audience te connaisse mieux, est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Oui, donc je suis Céline Cassagne. Je travaille effectivement au sein des laboratoires Pierre Fabre depuis 2008. Voilà, si je reviens un petit peu en arrière, je suis issue d'une formation universitaire en intelligence économique, veille et documentation. J'ai eu la chance, de par mes différents stages, d'arriver à pouvoir tester le milieu de la veille dans l'industrie. Et c'est comme ça que j'ai finalement atterri dans ce milieu-là et que j'ai continué toute ma carrière dedans. Chez Pierre Fabre, j'ai eu une première vie qui était j'étais chargée d'études documentaires sur des problématiques de veille stratégique, économique, de positionnement de l'entreprise dans son environnement concurrentiel. Voilà. Et en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir ajouter à ce premier parcours vraiment centré sur de l'analyse médiatique, on va dire traditionnelle, une deuxième jambe qui est celle du social listening et du coup de l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux au service toujours d'une intelligence stratégique. Donc on y reviendra parce qu'on a aussi évolué en 5 ans sur ce sujet-là dans l'équipe. Mais voilà, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je suis dans l'information depuis le départ et je suis passionnée par ce milieu et j'ai vu arriver l'émergence des réseaux sociaux et l'impact que ça pouvait avoir sur une entreprise et sur sa réputation et sa notoriété assez rapidement. Et ça m'est apparu assez fondamentalement obligatoire de s'y intéresser et de s'y former, de s'outiller pour pouvoir toujours servir l'entreprise dans son besoin d'un meilleur positionnement. C'est super intéressant, un parcours très riche et exceptionnel. En fait, c'est un vrai plaisir de vous recevoir encore, Céline. Avant d'entrer dans la partie opérationnelle, je pense qu'il semble important de revenir sur la manière dont le social intelligence se déploie dans des secteurs aussi sensibles comme le vôtre, celui de la pharma et la cosmétique. Ces industries, je pense qui nécessitent un traitement unique. Ils combinent en fait une certaine réglementation stricte, des enjeux de confiance, une dimension émotionnelle du produit, lorsqu'il s'agit de santé, de bien-être, bien encore de beauté, comprendre les conversations autour de ces différentes marques en général exige donc une certaine écoute beaucoup plus fine, contextualisée et comme vous avez dit, stratégique. Donc, Céline, pour nos auditeurs, quelles sont les différentes spécificités de l'industrie euh, qui influencent l'âge du social listening et comment la dimension émotionnelle du produit, elle peut impacter la nature des insights que vous cherchez au quotidien?
Je vais essayer de revenir un petit peu à la genèse du social listening chez Pierre Fabre pour expliquer après comment on a réussi à le développer sur effectivement des secteurs et des sujets qui peuvent paraître un petit peu complexes. À la base, comme dans beaucoup d'entreprises, le social listening, il est arrivé par la gestion de crise, hein, le besoin de suivre ce qui se disait sur l'entreprise et ses produits dans un contexte de voilà, possible polémique. C'est souvent le cas dans les entreprises et on le développe ensuite pour suivre la réputation plus globalement d'une entreprise, d'une marque. Et puis après, on en vient à se dire, mais finalement, toutes ces données, je peux aussi les utiliser pour autre chose. Donc ça a été notre socle comme beaucoup. C'était à l'époque quelque chose d'assez diffus dans l'entreprise et il y a eu à un moment donné un besoin de mettre en place quelque chose d'un peu plus centralisé pour vraiment dynamiser le sujet dans l'entreprise et lui donner une dimension à la fois collective et impactante pour l'entreprise, mais aussi pour le bénéfice des patients. Ensuite, il y a quand même une spécificité chez Pierre Fabre, c'est qu'on est une entreprise qui est sur deux secteurs d'activité très différents. Donc, on travaille d'un côté sur la dermocosmétique, avec des produits qui vont venir répondre à un besoin, un problème de peau, un problème de cheveux, etc. Donc on est sur une industrie qui est un peu plus classique, on va dire, en termes de social listening, où on est sur de l'écoute autour de produits, d'un besoin consommateur, où on va venir s'intéresser à des routines, à comprendre les dynamiques, comment mon produit vient s'inscrire dans le quotidien de mon consommateur. Et c'est un secteur qui est très, très influencé au sens strict du terme, l'influence telle qu'on la connaît la plupart du temps. Et du coup, forcément, le social listening va venir apporter quelque chose de très important pour connaître les consommateurs et vraiment comprendre dans quelle mesure nos produits viennent répondre à une problématique donnée. Et d'un autre côté, le groupe Pierre Fabre, il est aussi sur le segment pharmaceutique, comme tu l'as dit, qui est un secteur qui est très réglementé, où pour le coup, on n'a pas le droit de faire de promotion des médicaments en ligne, enfin, même d'une manière générale. Et du coup, le social listening, il va venir répondre à des problématiques qui vont être assez différentes, même si on retrouve quand même des choses assez, communes. On va être sur un besoin d'écoute sur finalement quelque chose qui est de l'ordre de comment le patient fait face à sa maladie, quelles sont les problématiques qu'il rencontre au quotidien face à cette pathologie, face à son traitement, face à sa vie quotidienne impactée par sa maladie. Et du coup, quand on va faire du social listening, on va le faire d'une toute autre façon. Souvent, on va aller sur des aires de discussion qui vont être très spécifiques. C'est-à-dire qu'un patient qui va parler de... Prenons un exemple d'un cancer du sein, il va pas forcément falloir faire une requête avec des mots-clés qui parlent de cancer du sein, mon cancer du sein, etc. Il va falloir aller plutôt sur des aires de discussion spécifiques où on sait que sont réunis à cet endroit-là des patients de cette pathologie. Et c'est ensuite dans ces lieux de discussion qu'on va aller faire nos recherches et qu'on va aller mettre en place nos requêtes plus spécifiques sur le sujet auquel on a besoin de répondre avec le social. Donc on est sur deux approches qui vont être très différentes et du coup, à la fois dans la façon dont on va collecter, mais aussi dans la façon qu'on va avoir de traiter l'information et de la restituer aux équipes. Voilà, si je peux déjà donner un petit peu ce prérequis par rapport à nos deux industries qui sont complémentaires, mais aussi très différentes en termes de réglementation et de besoins final. Voilà, ça me paraît important de poser ce cadre-là pour nos recherches. Oui, c'est très intéressant. En fait, comme vous avez signalé, ce sont deux secteurs complémentaires malgré que le traitement est différent. Euh, oui, donc on peut imaginer un scénario, bien une certaine scène où la team, par exemple, il va observer une certaine discussion, conversation émergente sur un nouveau produit de santé, par exemple, sur les réseaux. Et parallèlement,
les études, euh, les études institutionnelles de marché, ils vont détecter une certaine tendance similaire. Mais personne n'avait encore relié ces deux flux d'informations. Et je pense que là où on peut, cette l'avait augmenté pour intervenir. C'est exactement ça. Ouais, c'est en fait le fait de croître l'intelligence économique, les données marché, concurrentielles, ainsi de suite, avec la société data en général. Cela peut permettre de transformer des signaux faibles dispersés en alertes stratégiques concrètes. Et je pense que c'est exactement ça ce que vous faites, C'est vraiment, Céline. voilà, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire en créant une synergie entre équipes qui avant n'avaient pas forcément discuté entre elles de ces sujets-là. Et effectivement, on a évolué dans l'appropriation du social listening chez Pierre Fabre, puisque en fait, comme tu le dis, on fait discuter ensemble les données qui sont issues des études quali-quanti traditionnelles et Ouais. les données de social listening qu'on peut avoir avec nos outils, mais aussi Mhm. maintenant avec le search listening dès maintenant et puis encore plus demain avec le search IA. Donc, tout ça, en fait, c'est un savant mélange en fonction du besoin qui est exprimé par le client d'aller activer euh, l'ensemble d'une chaîne de valeur ou une partie de cette chaîne de valeur pour pouvoir répondre D'accord. aux besoins du client. Et vraiment, ça va s'adapter dans chaque cas parce que c'est pas la peine non plus dans chaque scénario de sortir l'artillerie lourde et d'aller faire appel à tout le panel qu'on a à notre disposition. Mais ça va être Ouais. important de vraiment pouvoir jauger en fonction du brief qu'on va avoir du client, de la façon dont il va exprimer son besoin et du coup de la finalité qu'on va comprendre de ce besoin, vraiment quelle Ouais. question il cherche à répondre, où on va aller activer soit l'ensemble de ces choses, soit une partie. Et du coup, par rapport à mon background et l'équipe dans laquelle je suis, c'est hyper important aussi pour nous de venir mixer les données sociales et les données médiatiques ou institutionnelles ou économiques plus traditionnelles. Tout Mhm. simplement parce que déjà dans l'équipe, on a ces expertises-là, on vient de ce milieu-là, on est 8 dans l'équipe et on a plus ou moins tous une expérience dans ce domaine-là. Et du coup, on va venir rajouter cette brique social listening sur une première couche d'information qui va venir de quelque chose qu'on connaît de manière plus traditionnelle dans le passé. Et c'est vraiment toute cette intelligence-là collective, Ouais. à la fois de nos expertises et des outils qui sont à notre disposition et des techniques qu'on a pour les sortir de la donnée, qu'on va réussir à produire des insights les plus qualitatifs possibles pour nos clients. C'est très intéressant. Céline, vous avez parlé du point de pourquoi. Je peux interroger sur le comment. En fait, vous avez une team 360. Est-ce qu'il y a, en fait, comment vous arrivez à mixer ces différents flux d'informations? Quelles sont les différentes étapes de cette architecture, si je peux dire, hybride de veille pour arriver à intégrer et les médias, et l'institutionnel, et le social pour créer cette vision globale tout en intégrant votre team 360. Donc, c'est plus le comment que le pourquoi. De manière assez classique, on va chacun avoir nos outils dans notre domaine d'activité spécifique. Donc, si je parle de la partie social chez Pierre Fabre, on a deux outils qui nous permettent aujourd'hui de couvrir un maximum de collectes sur des lieux de discussion différents. Nos collègues qui font de l'analyse médiatique, par exemple, vont avoir leurs propres outils. Quand on fait du search, ça va être d'autres outils. Et quand on fait du search IA maintenant, ben, c'est aussi d'autres outils. Donc à chaque Mhm. fois, finalement, on a quelque chose qui nous permet de collecter la donnée. Souvent, on la sort des outils, même si parfois on arrive à faire de l'analyse dans les outils, mais la plupart du temps, on sort ces données et en fait, on va les hybrider dans d'autres utilitaires qu'on a pour mixer ces données et pour pouvoir après en sortir des insights. Mais c'est toujours voilà, c'est rarement dans l'outil lui-même qu'on fait cette analyse-là, justement D'accord. parce qu'on part d'une matière qui est par définition très hétérogène et qu'on va essayer de faire matcher
pour pouvoir Ouais. en tirer des infos. Après, ce qui est très important, c'est de toujours garder en tête qu'on ne peut pas tout comparer et que les données, par définition, quand on les prend, on sait qu'elles sont différentes par nature et du coup, il ne faut pas à tout prix essayer de les mixer entre elles si elles ne veulent pas dire la même chose. Donc, il faut aussi Ouais. trouver une bonne manière de pondérer les données et de les faire fonctionner entre elles pour pouvoir produire un Ouais. insight qui soit le plus juste possible. Oui, exactement. On va parler en termes d'outils par la suite. En fait, après avoir parlé de cette veille augmentée, croisement des données, etc., j'aimerais qu'on s'arrête sur la dimension technique que tu as évoquée tout à l'heure de la social intelligence. En particulier, beaucoup plus l'analyse qualitative du sentiment dans des secteurs sensibles comme la dermocosmétique et la pharmaceutique. Il ne suffit pas, je pense, de juste se limiter à l'analyse sentimentale classique, positif, négatif, neutre, etc., pour comprendre réellement ce que l'audience pense en général. Euh, Prenons l'exemple d'une marque de cosmétiques ou bien même de pharmaceutiques qui préparent un lancement du produit, par exemple un complément alimentaire. Euh, les réseaux, les conversations peuvent paraître normaux, neutres, bien d'alarmants. Et en réalité, en allant plus loin, l'analyse attitudinale peut attirer et faire ressortir des inquiétudes sous-jacentes, si je peux dire, notamment sur des effets secondaires, par exemple, sur des attentes spécifiques, des réclamations, qui ne sont pas notamment exprimées directement. Donc, Céline, dans ce contexte, comment l'analyse attitudinale vient compléter l'analyse classique du sentiment? Et parlant d'outils, quels sont les outils que vous recommandez euh, à notre audience pour passer d'une analyse sentimentale classique, superficielle, à une behavior analysis avancée, si je peux dire, et plus profonde? Après, je vais tout de suite être très franche. Il n'y a pas d'outil magique aujourd'hui. Il n'y a Eh oui, aucun outil magique ni qui nous permet de faire une super collecte, ni qui nous permet d'avoir une super analyse de sentiments, ni qui nous permet de faire voilà toutes les analyses qu'on veut derrière. Donc c'est plutôt une recommandation de se poser la question de finalement quand je vais aller analyser un besoin pour une marque, donc par exemple en dermocosmétique, il va falloir bien réfléchir à il va y avoir toute une réflexion sur la sémantique qu'il va falloir analyser. Et c'est vrai que dans nos sujets, en fait, les outils vont souvent mal catégoriser les informations parce que dès lors qu'on va parler d'une pathologie cancéreuse ou d'une peau qui gratte ou de choses comme ça va être d'office classé comme des choses négatives par défaut, alors que ouais, pour nous, c'est juste l'expression d'un problème à résoudre remonter. et du coup c'est pas en soi quelque chose de négatif, c'est quelque chose voilà qu'il faut que nous on puisse analyser. Donc dans les équipes qui sont dédiées au social listening chez Pierre Fabre côté dermocosmétique, il y a eu tout un travail autour de la sémantique pour pouvoir définir finalement des lots de sujets d'expérience consommateurs par rapport à des pathologies qui sont des pathologies clés pour nous et du coup des segments de développement et qui permettent du coup de pouvoir segmenter les informations qu'on va venir collecter, mais du coup les analyser de manière plus qualitative que si on se fie au la simple classification des sentiments des plateformes. Il y a un D'accord. travail qui est un travail d'enrichissement finalement par des tags et beaucoup maintenant accompagné par ce que nous permet de faire l'IA Ouais. pour en fait en analyse de sets de données pour pouvoir construire derrière des matrices d'analyse qui soient vraiment plus justes par rapport au contenu qui est exprimé par les consommateurs. Donc c'est plutôt une évolution dans la façon de traiter la donnée qui est collectée et de se Mhm. dire je dois aller plus loin dans cette analyse sémantique qui est proposée par nature dans les plateformes.
C'est intéressant. Donc, je pense que c'est plus le travail d'humain qui peut guider, en fait, les différentes plateformes. Même Euh, si, encore une fois, les plateformes sont fondamentales et absolument indispensables pour le travail qu'on Bien sûr, fait. Et vu le volume exactement. Et puis, qui d'une catch. manière générale, si je reviens sur des sujets de gestion de crise, par exemple, on a besoin d'une agilité qui soit performante et ces plateformes nous l'offrent et nous le Ouais, permettent. Donc, heureusement qu'on peut, bien sûr. voilà, qu'on a ces plateformes qui nous permettent toute cette collecte et ce premier niveau d'analyse des informations. Et je remercie vraiment les plateformes avec lesquelles je travaille pour ça. Mais par contre, quand on est dans de l'analyse fine et qu'on a vraiment des problématiques exprimées en amont, il faut vraiment réussir à digérer cette information dans le sens qu'on le souhaite. Et du coup, on est obligé d'ajouter cette brique humaine qui va être possiblement augmentée grâce à l'IA, qui nous permet Ouais. d'aller beaucoup plus vite dans l'analyse de choses ou dans de la segmentation de données. Mais on en Ouais. revient toujours au facteur humain et c'est l'humain et c'est l'expert derrière qui va pouvoir faire ce travail de digestion et d'analyse en fin de cycle. Bah oui, je confirme. Et en fait, l'humain, je peux dire que c'est la brique fondamentale de cette analyse. En fait, oui, jusqu'à présent, nous avons parlé des données, d'outils, d'analyse, mais au final, je peux dire toute cette intelligence n'a de valeur que si elle n'est pas traduite en livrable clair et en indicateur utile pour la prise de décision. Et même avant de parler des KPIs et livrables, dans la pratique, on se rend compte que la qualité des sites dépend tout d'abord de la qualité des questions posées en amont. Et tu as parlé Hyper à important. l'heure du brief. Exactement. Donc, sans un bon cadrage, même les meilleurs indicateurs, ils peuvent perdre leur sens. Oui, oui. Donc, Là, qu'est-ce que tu penses? ouais, si je peux dire quelque Bien chose sûr. qui pour moi est vraiment hyper clé dans la Ouais. réussite d'un projet de social listening, mais n'importe quel projet, je pense, de toute façon, c'est que, alors dans les entreprises, on va souvent recevoir un mail ou un message qui nous dit ah j'aimerais savoir ça ou ça. Il faut vraiment prendre le temps de discuter avec son client. On n'est pas une agence qui travaille pour voilà un annonceur, mais en fait, on doit vraiment fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit vraiment prendre le temps de discuter avec notre collaborateur interne pour Mhm. comprendre quelle est sa question, mais au-delà de sa question, finalement, quelle réponse il veut avoir, dans quel contexte ça vient s'inscrire. Souvent, il nous manque Ouais. le contexte, on ne sait pas. Et quand on prend le temps de faire ce brief oralement avec le client, on s'aperçoit que ça arrive alors soit dans un contexte de risque particulier, soit dans un contexte concurrentiel très fort, soit dans un contexte avec des enjeux marketing qui sont X ou Y. Et le fait de faire s'exprimer le client et de finalement développer sa question et éclairer son contexte va nous permettre à la fois de produire de meilleurs insights, en tout cas des insights plus en phase avec ses attentes, mais aussi de mieux définir toutes nos étapes de collecte et de segmentation des données. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on va s'intéresser à un patient, on ne va pas faire la même recherche que quand on va s'intéresser à un professionnel de santé ou je ne sais quoi. Il faut vraiment passer par cette étape de brief détaillé pour être en Ouais. capacité de définir le meilleur scénario de collecte, le meilleur scénario d'analyse et du coup, en finalité, arriver au meilleur insight possible dans le contexte donné. Et après, dans notre cas, comme on est quand même directement rattaché à la direction corporate et que nos enjeux sont souvent de répondre à des problématiques qui sont des problématiques stratégiques pour l'entreprise, il est fondamental pour nous d'avoir la meilleure connaissance possible des enjeux stratégiques du groupe. Et ça, on l'a grâce à ce positionnement qu'on a dans l'entreprise et c'est fondamental pour pouvoir justement avoir des ajustements et des recommandations dans les insights qui soient aussi euh, réfléchis par rapport au contexte stratégique global dans lequel évolue l'entreprise. Oui, c'est hyper intéressant. Je peux dire que, en fait,
Poser les bonnes questions au début, c'est l'étape primordiale et intéressante pour en fait diagnostiquer le besoin du client, bien de la demande en général au début, jusqu'à arriver au dernier lieu, répondre aux besoins spécifiques et donner les real insights in general. So, yeah, et arriver en fin de compte à délivrer les bons livrables avec les bons indicateurs. Donc, répondant, aux indicateurs, à ton avis, quels sont les différents indicateurs essentiels, pour mesurer la performance d'une bonne stratégie, de social listening? Et quels sont les types de livrables en fin de compte, 360 pour, que vous privilégiez, pour offrir une certaine vision complète d'analyse, actionnable, stratégique? J'en viens un peu aussi au format qu'on adopte avec nos clients. Déjà, en termes de restitution, on fait toujours des restitutions orales des analyses. OK. Ce qui me paraît aussi particulièrement clé par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé dans le métier que j'avais en termes en veille plus classique. Là, quand on est parti sur le social listening, on s'est dit il faut vraiment que nos analyses elles soient restituées en live avec le client pour qu'on puisse interagir avec lui sur l'intégralité de l'analyse qu'on a à lui présentée et pour Ouais. qu'on puisse aussi voir comment il reçoit les insights et comment il a l'intention de les activer. Mmh. Notre idée, c'est toujours d'avoir quelque chose de très opérationnel et qui soit utilisable dès le lendemain. Mmh. Et du coup, cette livraison en face à face, c'est pour moi une façon vraiment simple de comprendre comment le client va réussir à activer ses insights et aussi pour Mmh. pouvoir éventuellement préciser avec lui des pistes qu'on n'aurait pas explorées et ou des KPI qu'on ne lui aurait pas donné et pour Mmh. lesquels il y a besoin de faire un complément de recherche. Donc, ça participe aussi, selon moi, à la qualité du travail qui est réalisé pour pouvoir être voilà, aligné sur finalement un retour sur investissement de l'analyse. Après, si j'en viens au KPI, c'est difficile de donner une liste de KPI qu'on va mettre à chaque fois parce que ça va être vraiment très différent. Et encore une fois, si je peux Ça revenir. dépend de la demande. Ouais, puis oui, et puis en plus, là depuis un an, mais vraiment, on est vraiment dans une évolution de l'équipe où on a mis en regard l'intelligence économique et l'intelligence sociale. Et du coup, on n'est plus seulement dans des livrables où on va mettre que des datas sociales, on va être dans des livrables où on va apporter une information sur un sujet donné. Donc, je vais prendre Mmh. des exemples un peu empiriques, mais des sujets géopolitiques, des sujets RH, des sujets Mmh. stratégiques, et où on va essayer d'éclairer le sujet par différentes dimensions. Et du coup, on va vraiment pas donner les mêmes informations quand on est dans ce type d'analyse que quand on est dans une analyse stricte de social listening, d'analyser un phénomène d'actualité, ou quand on est dans une analyse où on va faire une cartographie d'influence d'un sujet à l'issue d'un congrès, et où on va aller analyser plutôt des communautés, des prises de parole sur des aires thérapeutiques, etc. Donc, bon, évidemment qu'il y a du volume, évidemment qu'il y a des interactions, évidemment qu'il y a des notions de maintenant de cartographie, de lien entre des prises de parole. Ouais, Mais il n'y a pas une règle, il n'y a pas, bien sûr. voilà. Pour moi, il n'y a pas un KPI qu'on retrouvera à chaque fois. Voilà. Et après, si je peux préciser sur la partie réputationnelle, on a eu à cœur de construire un livrable 360 qui inclut à la fois les données médiatiques traditionnelles, la presse, la télé, la radio, et les données social médias pour en faire quelque chose de, voilà, un Disons condensé, 360. voilà, de tous les mois. Et pour le coup, on est sur du volume, des engagements. Et demain, 2026, notre objectif, c'est d'essayer de donner une grille de lecture sur qui parle de nous finalement. C'est intéressant et ça serait ma question suivante. Nous sommes en fin d'année, une période clé, pour, les organisations et les entités en général, marquée par des rapports annuels,
des bilans stratégiques et la préparation notamment des orientations à venir. Et c'est aussi à ce moment-là où l'intelligence sociale relève, je peux dire, pleinement sa valeur, non seulement pour analyser ce qui s'est passé, mais surtout d'éclairer les décisions futures, anticiper les évolutions des marchés, les tendances, prédire aussi, et voilà, renforcer en général la capacité d'adaptation des entreprises. Donc, et je pense dans des groupes comme Pierre Fabre, la social intelligence, ce n'est plus juste une fonction de support, mais je peux dire un centre de gravité stratégique, et que ce soit en termes d'éclairage de décisions, anticipation des risques, accompagnement des marques, etc. Donc, Céline, une question, quelle est aujourd'hui la place réelle du département social intel et économique au sein du groupe et quelles sont vos ambitions stratégiques pour les années à venir, surtout avec l'IA et comme un levier Je peux revenir peut-être sur l'intégration de l'équipe dans la direction communication corporate de l'entreprise. L'idée de ce D'accord, positionnement, c'est vraiment d'être au cœur de la communication de l'entreprise et du coup d'être au cœur de ce qui pilote finalement sa visibilité, sa notoriété. Et ok, le positionnement au sein du corporate fait aussi qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, ce lien avec la direction générale et les directions transverses de l'entreprise, nous permettant d'avoir la meilleure vision des orientations stratégiques de l'entreprise. Et finalement, nous, c'est pas tellement, enfin, c'est pas en fin d'année qu'on fait beaucoup de bilans, c'est tout au long de l'année qu'on va venir nourrir des décisions stratégiques et finalement, on voit souvent découler de ces études des prises de décision sur une fin de cycle et le cycle suivant qui démarre sur plein de projets différents. Les défis pour l'année prochaine, ça tourne beaucoup autour de la réputation dans les IA. Donc c'est un sujet ok, qu'on surveille de près depuis plusieurs mois maintenant. On a fait vraiment comment dire, une étude pour comprendre les enjeux que ça allait avoir sur notre réputation et pour pouvoir en discuter avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise qui sont concernées par ce sujet. Donc ça, c'est un des gros points qui va concerner l'équipe intelligence Economic and Social Intelligence chez Pierre Fabre l'année prochaine. Et puis après, on a toujours des défis autour de l'acquisition des meilleures données possibles. Et c'est vrai que le développement des formats vidéo, c'est toujours un ouais. défi pour être sûr de couvrir au maximum les contenus qui sont produits sur les plateformes aujourd'hui. Donc on est toujours très attentif aux nouvelles évolutions techniques qui apparaissent sur le marché pour pouvoir être le mieux outillé possible avec des budgets contraints. Donc ça fait partie aussi des défis bon, presque permanents, j'allais dire pour l'année prochaine, mais c'est Ouais. un défi en continu que de surveiller ce qui se passe pour être le plus pertinent possible. Mais c'est super intéressant. J'ai apprécié beaucoup cette vision horizontale du département, le fait qu'il sera aligné avec tout ce qui est corporate communication. Je vous souhaite un très bon courage pour votre travail. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage très riche. Et entre vos exemples concrets, vos méthodes et vos visions stratégiques, on ressent vraiment l'impact et ainsi votre engagement pour transformer les données en insights actionnels. Alors, avant de conclure, j'ai une petite question légère, juste pour sortir en fait, tout ce qui est technique et applied, des ventes, etc. Donc, si vous, vous avez l'opportunité de n'observer qu'une seule plateforme de réseaux sociaux, pour nourrir votre démarche de social intelligence, laquelle vous préférez opérer, bien, laquelle choisirez-vous et pourquoi? On parle de réseau.
Quel réseau? Réseaux Ouais. sociaux, Alors, 100% RS. ouais. Je vais vraiment raisonner en termes de quels sont nos projets prioritaires aujourd'hui et sur la partie stratégique. Pour nous, c'est LinkedIn qui nous apporte le plus OK. d'informations dont on a besoin sur nos sujets institutionnels et corporate, à la fois pour la réputation, mais pour plein d'autres choses. Mhm. Et on travaille beaucoup sur de l'analyse de communauté dernièrement et on s'est notamment formé tout récemment à la cartographie pour pouvoir justement identifier des dynamiques dans des audiences, en particulier sur LinkedIn. Donc je dirais parce D'accord. qu'on est dans ce positionnement intelligence stratégique renforcé. OK. Mais voilà, tous les réseaux apportent des informations vraiment différentes selon les Bien points. Mais sûr. voilà, s'il fallait en choisir qu'un pour nos sujets actuels, ça serait celui-là. Ça serait LinkedIn, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus corporate, c'est B2B, c'est pour ça, je pense. Exactement. Mais En fait, c'était pas prévu pour moi. J'aurais dit TikTok parce qu'en fait, c'est plus vidéo, etc. Donc, c'était prévu pour moi. je comprends. En fait, mes collègues côté dermocosmétique auraient probablement répondu TikTok parce qu'en fait, c'est là où se Exactement, passent ouais. les dernières tendances beauté, les dernières discussions sur les routines, sur voilà, les prochaines tendances, elles sont sur TikTok, effectivement. Exactement, surtout en termes de tendance, ouais. Exactement. Mais après, quand on prend la pharma, pour l'instant, on est encore beaucoup sur du Facebook ou du X, sur certains sujets, voire les forums et les blogs. Et voilà, quand on est sur des sujets plutôt institutionnels et corpo, on va être beaucoup Bien sur sûr. LinkedIn. Donc au final, ça va être très, très variable selon les sujets. Mais finalement, ça Ouais. reboucle avec tout ce que j'ai dit pendant l'échange. Bien sûr, bien sûr. C'est que c'est vraiment au cas par cas et en fonction du besoin client qu'on va s'intéresser à l'une ou l'autre. C'est intéressant. Je sais aussi que c'est une question en fait beaucoup plus difficile en termes de choisir parce qu'en fait toutes les plateformes apportent une mine d'informations et d'insights différents. Merci beaucoup Céline pour ce partage d'expertise, pour cette plongée dans cet univers euh, qui nous montre à quel point la social intelligence est un vrai levier pour différentes industries, mais surtout pour la pharma et la cosmétique aussi. Dans cet épisode, nous avons ensemble exploré le rôle de stratégique de social intelligence et social listening, la veille augmentée, croisement des données, outils, analyse avancée, KPI, livrables 360, et indique les différentes perspectives et évolutions du secteur avec l'avenir de l'IA. Merci beaucoup, Céline, pour votre disponibilité, votre générosité, vos éclairages, entre ces informations accessibles et passionnantes. Un dernier mot, Merci si beaucoup vous pour voulez. l'échange. Et puis du coup, comme c'est 2 saisons, je vais souhaiter de bonnes fêtes et une belle année 2026 à tous avec des beaux projets, des beaux défis en social listening. Merci beaucoup à vous aussi, à votre équipe et à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cet épisode de cette dernière édition spéciale Honeypot. Si cette conversation vous a plu, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute préférées, laissez une note ou bien un commentaire et partagez l'épisode autour de vous. Comme j'ai dit toujours, retrouvez-nous sur les différentes plateformes LinkedIn, Spotify pour des extraits exclusifs pour découvrir les nouveautés. C'était tout pour cette dernière édition de l'année sur Honeypot. Un grand merci également aux équipes internationaux multilingues, à tous leurs invités qui continueront à décrypter le monde de données social intelligence en général, transformer les insights en décisions stratégiques et anticiper les tendances qui façonnent les industries. C'était tout. Bonne année. À très vite et ciao. Merci Céline. Au revoir.